Bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà pour un nouveau Facebook Live en direct du Salon du Livre de Paris. Nous sommes en ce moment même sur le stand des éditeurs suisses et Luca Giossi a eu la gentillesse de nous accorder quelques minutes pour nous présenter les éditions Quanto, pour nous présenter aussi le best-seller La biographie Léonard de Vinci et nous parler aussi avec beaucoup d'enthousiasme et de passion du courant littéraire qui s'appelle la pop science. Bonjour Luca Giossi, merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les éditions Quanto? Qu'est-ce que doivent savoir les lecteurs français pour mieux vous connaître? Très bien, bonjour, merci pour cette invitation. Les éditions Quanto, il faut d'abord les penser comme une émanation de nos éditions de base, que sont les presses polytechniques et universitaires romandes, basées sur le campus de l'EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, donc une des institutions académiques les plus prestigieuses d'Europe. Bien sûr, les éditions PPUR publient d'abord des livres techniques et scientifiques en rapport avec les enseignements et les ouvrages de référence, mais en 2018, on a lancé un nouveau label, donc une émanation de PPUR, qu'on a intitulé Quanto, pour aller aborder la catégorie de livres totalement émergente dans les pays anglo-saxons, qui est la pop science. Pop science, donc on est là sur des ouvrages d'écrits scientifiques, des essais, sur des sujets de l'actualité des sciences, écrits par des journalistes scientifiques ou des scientifiques eux-mêmes de premier niveau, de premier plan, et écrits sous forme narrative. Alors on parle de vulgarisation, mais on est dans un niveau supérieur de la vulgarisation puisqu'on est dans la mise en récit du savoir et de la science. Autrement dit, ça se lit comme un roman, ça se lit dans le bus, ça se lit sur les toilettes si on veut, tout en apprenant parce que le niveau scientifique est sans concession. Et effectivement, donc vous passez par la narration pour mieux faire comprendre certains sujets complexes. C'est comme ça que ça se définit la pop science? Exactement, il faut savoir que les anglo-saxons ont un art du storytelling qui est bien à eux et très particulier, avec une manière de mettre en style très oral, très direct, très personnel aussi, qui se retrouve moins peut-être dans la formule tout à fait claire et travaillée de la prose française. Et donc ce niveau de style vient porter des sujets scientifiques de manière très fluide. Et c'est comme ça que ça se caractérise de pop en fait, qui est à la fois le côté éclatant, pétillant, mais aussi le côté populaire de la vulgarisation en récit. Vous nous disiez juste avant qu'on prenne l'antenne que en France, ce genre n'était pas encore très courant, très connu. Est-ce que c'est le cas? Comment vous analysez ça et comment pensez-vous que le marché français, que les lecteurs français qui nous regardent, les lectrices et lecteurs qui nous regardent, pourraient s'intéresser, se prendre de passion pour la pop science? Alors, je crois qu'il y a un intérêt profond pour les sujets scientifiques en France. On le voit sur les ouvrages de mécanique quantique vulgarisés pour les nuls, qu'il y a un intérêt vraiment important pour les sujets qui sont de la catégorie non-fiction aussi, probablement aussi dans un monde qui relaie des fake news, où il y a une instabilité autour de l'information, de revenir à des choses qui sont essentielles, mais qui sont rédigées dans une façon qui permet d'y avoir accès. Donc l'intérêt existe, on l'a vu avec certains gros succès. Je pense à Sapiens, chez Albin Michel, je pense évidemment au charme discret de l'intestin, à la vie secrète des arbres, donc qui ont été des fers de lance, des fleurons de ce style en fait du pop science, mais qui ne s'est pas encore vraiment généralisé. On voit des ouvrages de vulgarisation qui sont courants depuis déjà des années, mais du côté pop science, pas encore vraiment d'explosion, pas encore de pop si on veut, et pour nous, il était intéressant d'aller explorer ces possibilités-là. Alors, vous avez à côté de vous une demi-tour, une masse de bouquins assez incroyables qui sont à peu près tous les mêmes. Hein. Voilà, vous le montrez actuellement à la caméra. C'est la biographie de Walter Isaacson sur Léonard de Vinci, best-seller New York Times, on le rappelle. Vous avez acquis les droits pour la langue française, on est d'accord? C'est bien ça, que je ne dise pas de bêtises. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et pourquoi Quanto a choisi d'aller acheter ses droits et en quoi c'était important pour vous? Il y a parfois des alignements de planètes, il faut savoir les voir. C'était le cas pour nous et pour ce livre. On lançait le programme Quanto, la genèse est plutôt deuxième partie 2017. On a lancé les premiers livres en 2018. Fin 2017, on voit arriver des États-Unis cette biographie de Walter Isaacson sur Léonard de Vinci. Bien sûr, on voit que ça s'emballe sur Amazon, sur New York Times, sur plus ou moins tous les réseaux de catégorisation des livres, et on va essayer de trouver l'agent pour se positionner pour ce livre. Alors ça n'a pas été simple de le trouver, on l'a trouvé. On a fait une première offre
qui a suscité l'intérêt, mais on se retrouvait juste avant les fêtes de Noël, donc forcément ça a décalé un peu la réponse à après les fêtes, et après les fêtes, enfin pendant les fêtes, pardon, le livre a commencé à frapper les premières places de tous les classements. Et quand on est revenu de vacances, la réponse de l'agence était que très bien, pour notre offre on n'était pas les seuls, est-ce qu'on voulait surenchérir. Évidemment, on le voulait absolument, donc on a fait ce qu'on appelle un preempt, on a mis all-in, en faisant une étude de marché. Qu'est-ce que c'est le all-in pour nos téléspectateurs? Alors, je vais pas articuler de chiffres, mais on est... Oui, on a envie de savoir, parce que là, on a vraiment les coulisses de la négociation. On aimerait connaître effectivement les coulisses. Déjà, vous les donnez un peu. Comment ça s'est fait? Et décrivez-nous le all-in, effectivement, dont vous avez parlé. Alors ça se fait comme ça. Disons que sur une première offre, ça peut aller entre 3 000 et 4 000 euros pour 3 à 5 000 exemplaires. Suivant le titre, suivant le potentiel de marché par lequel l'éditeur qui va acheter les droits va s'engager en fait. C'est clair que si l'éditeur arrive avec un first print run à 1000 exemplaires, l'engagement est assez faible, l'agent et l'auteur vont se dire voilà, l'engagement prix n'est pas très fort. Donc on va partir toujours en proportionnalité avec le tirage qu'on va faire, sachant que celui-ci on a plus de 30 000 exemplaires premier tirage. Donc je vous ai parlé de 3000, je vous laisserai faire le calcul pour imaginer ce que pourrait être un preempt pour ce livre-là. Donc on laisse les lectrices et les lecteurs de Putsch faire le calcul chez eux en ce moment sur le montant de la transaction pour l'achat des droits. Il faut savoir que quand on s'engage pour un tirage à 30 000 exemplaires, on se base sur différentes données. En l'occurrence ici, on a Walter Isaacson qui est un auteur magnifique. Donc il est historien, professeur d'histoire à l'université de Tulane. C'est l'ancien rédacteur en chef de CNN, du Time Magazine. Donc c'est pas n'importe qui. Sa dernière biographie, c'est celle de Steve Jobs. C'est rendu à plus de 200 000 exemplaires en France, dans les différents formats. Donc c'est un livre qui marche, qui est en plus beau, qui est très bien écrit, qui a été magnifiquement traduit, sur un sujet qui est on ne peut plus porteur et qui tombe sur l'année du 500e anniversaire de la mort de Vinci. Je parlais d'alignement de planètes, voilà l'alignement de planètes, donc forcément on a mis notre livre sur la table pour avoir ce titre et pour aller de l'avant dans nos programmes Canto. Bon, qu'est-ce qu'il va faire donc au lecteur qu'est-ce qu'il va faire au lecteur pour acheter ce livre? Qu'est-ce qu'ils vont y trouver dedans? Qu'est-ce qu'il y a de si incroyable dans ce bouquin? Alors c'est la bonne question. La particularité étant qu'on rentre dans l'intimité de la vie de Léonard de Vinci. Alors c'est pas la première biographie, loin de là, mais on dira que c'est la première biographie réellement intime, où on rentre dans la découverte d'un personnage que tout le monde connaît. Tout le monde connaît ses grandes œuvres, tout le monde a une idée, mais on va découvrir très vite en fait que contrairement à l'idée que pourrait avoir un public intéressé mais non averti, on n'est pas face à un personnage brutal, un génie solitaire, enfermé en lui-même. Léonard de Vinci était tout à fait inséré dans son milieu, dans son réseau social, tout à fait élégant, il montait très bien à cheval, il avait un réseau de personnalités proches, il s'habillait bien, souvent en rose, c'était vraiment un dandy de l'époque, ou un courtisan comme on pouvait les appeler à la Renaissance, et qui avait beaucoup de peine à terminer ses œuvres, qui a laissé beaucoup d'inachevés, et qui avait par contre une curiosité, plus qu'un génie comme pourrait l'avoir Einstein ou comme pourrait l'avoir Benjamin Franklin que Isaacson a également biographié. C'est un génie de la curiosité. Donc il va s'intéresser à tout, il fait des listes, voilà, demander à un tel pourquoi le ciel est bleu, et il va ne rien laisser passer, toujours se questionner plus à fond. Alors ça c'est déjà une sorte de démythification de la personnalité et la figure de Vinci qu'on pourrait se faire qui est très intéressante. Quand on lit les premières pages, ça nous fait un peu mal. On doit faire ce deuil de l'image de toute puissance que peut avoir le génie. Et dans un second temps, on va rentrer aussi dans sa vie beaucoup plus intime. On apprend, alors certains le sauront, mais que Léonard de Vinci était gaucher. On le voit, c'est Aschur qui part dans l'autre sens, que Léonard de Vinci est par une écriture spéculaire, donc il écrivait à l'envers simplement pour ne pas passer sa main par-dessus ce qu'il avait déjà écrit. On sait qu'il était végétarien, qu'il était homosexuel, ou en tout cas qu'il avait ces tendances, qu'il était totalement en décalage par rapport aux mœurs de l'époque, il allait jusqu'à l'hérésie, à remettre en cause les récits bibliques. Donc tout ça, ça reconstruit sa vie intime de sa naissance à sa mort, et c'est cette entrée dans la vie du personnage qui fait vraiment la force de ce livre, avec une écriture aussi qui porte cet approfondissement. Bon, maintenant on a envie de savoir ce qui vient de sortir ou ce qui est déjà paru chez Canto, et les livres que pourraient lire les lectrices et les lecteurs de Putsch. Vous avez deux autres livres à nous présenter. Oui, alors deux autres livres, on en a sorti une dizaine pour l'instant des livres Canto. J'aime beaucoup celui-ci, Le paradoxe des plantes.
qui nous vient de Stephen Gundry, un auteur américain, cardiologue spécialisé en chirurgie cardio-thoracique, qui a un peu abandonné ce secteur-là parce qu'il avait envie de traiter les problèmes en amont. Et donc c'est quelqu'un de tout à fait autorisé à poser les théories qu'il va poser, mais il le fait de manière très polémique parce qu'il va partir du principe que tous les êtres végétaux, et notamment les plantes, sont sur Terre non pas pour se faire dévorer par les autres. Elles sont sur Terre pour se reproduire et procréer et persister en fait, en tant qu'espèce. Donc ça c'est la théorie de l'évolution darwinienne dans tout ce qu'il y a de plus simple. Et partant de ce principe, il développe la théorie selon laquelle les plantes ont développé des mécanismes de défense de tout type. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un plant de courgette, mais c'est extrêmement agressif. Hein. C'est velu, c'est piquant. Donc voilà, des stratégies de défense, notamment contre les insectes qui sont les premiers prédateurs des plantes. Et il va dériver ça en se disant que, alors, absorber à dose pour insectes, ça peut les tuer. Absorber régulièrement à dose homéopathique, certes, mais par les humains qui en mangent et qui en consomment toute la journée, tous les jours et tous les ans, ça peut commencer à créer des réactions inflammatoires qui peuvent avoir différents effets, jusqu'à des problèmes cardiaques, à des problèmes intestinaux, à des problèmes de flore intestinale et autres qui peuvent créer des maladies de type la maladie de Crohn et autres. Donc c'est vraiment très intéressant comme axe parce que c'est le paradoxe des plantes, donc les dangers de l'alimentation saine. Les dangers cachés de l'alimentation saine. On apprend notamment que dans certains fruits et légumes, il y a ce qu'on appelle des lectines, dont la plus célèbre est le gluten. Donc c'est cette famille de protéines. Et les lectines sont est cette substance que les aliments sécrètent, que les végétaux sécrètent pour se défendre en fait contre les prédateurs. Et les lectines provoquent des réactions inflammatoires qui peuvent être assez violentes. Ça, c'est typiquement un sujet pour Putsch, hein, ce genre de sacro-sainte alimentation saine où des gens et des spécialistes, parce que je crois que c'est un spécialiste, c'est le docteur Stephen Gundry. Voilà, je remonte la caméra, remonte-le pour que nos lecteurs effectivement puissent aller se plonger dans ce livre. Et après, chacun, et on y tient chez Putsch, fera sa propre idée sur ce qu'il en est par rapport à son alimentation et ses sensibilités. Mais voilà, on recommande ce livre, du moins Lucas, vous nous recommandez ce livre. Donc c'est typiquement un sujet pour Putsch. Dernier livre que vous nous recommandez, là on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus mondialisé. On voit de suite, déjà avec la couverture, une nouvelle fois best-seller New York Times. Vous avez un abonnement chez les best-sellers New York Times. C'est clair qu'en Pop Science, c'est des sorties qui nous intéressent, effectivement, parce que les premiers critiques, alors on peut les considérer de la manière qu'on souhaite. On va toujours évaluer le livre en profondeur, même si c'est un best-seller New York Times. Mais il se trouve que c'est un best-seller New York Times et qui vaut la peine d'être lu et on comprend pourquoi il l'a été. D'accord. Donc, les GAFA, on a gardé The Four tout simplement pour des questions de droit au niveau de la couverture. On ne pouvait pas forcément utiliser les logos en même temps que les lettres, donc c'était un peu compliqué. On a dû reprendre le titre américain. C'était une grande crainte de nos diffuseurs aussi. Est-ce que ça allait passer, sachant qu'en francophonie, il y a forcément cet amour de la langue qui fait que voilà, on a une dérivation ici, mais il se trouve que ça a extrêmement bien marché et ça continue à bien marcher et grâce notamment à l'actualité constante que nous proposent les GAFA avec leurs histoires de Cambridge Analytica, avec leurs histoires de détournement de données privées, de cotation en bourse et autres. Donc là, on a affaire à un auteur, Scott Galloway, dont c'est, je crois, le premier livre. Il est professeur de marketing digital à NYU, l'Université de New York. Donc c'est quelqu'un qui est tout à fait inséré dans le milieu, qui est actionnaire et qui a travaillé dans tout un tas de grosses entreprises et des startups aussi qu'il a montées. Et il va évaluer et analyser en fait le rapport entre les mécanismes développés par les GAFA au niveau du commerce digitaux, au niveau du commerce en ligne, et les émotions profondes qu'on peut ressentir, l'esprit quasi primitif du chasseur-cueilleur qu'on retrouve dans les indicateurs de la plateforme Amazon, dans les circuits de commerce, Apple qui va plutôt s'orienter là sur la séduction et la sexualité avec des produits dont la plus-value esthétique justifie peut-être à elle seule le surcoût total par rapport au prix de revient effectif de leur proposition de produit. Donc il va évaluer ces écarts et en fait tout, on va dire les coulisses de la réalité commerciale des GAFA pour expliquer comment se passe aussi en capitalisation sur des capitaux faciles pour augmenter cette capitalisation en bourse et qui crée en fait cette explosion des GAFA et toute la problématique en fait qui se situe autour de ces quatre grosses entreprises en questionnant aussi quelle sera la prochaine. Alors au moment où il l'écrit,
personne n'était passé encore aux 1000 milliards. Depuis, Amazon y est passé. Alors lui, il pense qu'Amazon y passera en premier. C'était juste Apple avant Amazon. Mais donc il questionne aussi, et quels seront les suivants? Donc voilà, il parle d'Elon Musk, il parle d'Alibaba en Chine, d'Uber, des différentes sociétés qui fonctionnent sur les stratégies digitales, qui pourraient prendre le pas sur l'un des 4 autres GAFA, voire GAFAM, avec Microsoft. Mais voilà, donc un livre qui est passionnant et qui se lit vraiment comme un roman. C'était la question que je voulais poser. Est-ce que c'est un livre accessible pour tout un chacun? Est-ce que l'acheter et se plonger dedans, c'est très accessible pour n'importe quel lecteur qui voudrait avoir des éclairages sur les GAFA? Oui. Alors c'est parfaitement accessible. Alors c'est clair qu'un lecteur qui n'a aucune connaissance de marketing digital ou qui ne sait pas ce que c'est un GAFA ou les GAFA ne va pas s'y retrouver forcément parce qu'il y a un intérêt thématique. Mais au niveau stylistique et au niveau de l'écriture, c'est parfaitement lisible. Et je vous montrerai pour preuve qu'il y a ce côté assez intéressant où les quelques graphiques et les quelques schémas qu'on retrouve dans le livre sont faits à la main. Ce qui montre aussi ce côté démystification, désincarnation de l'écriture scientifique et de l'écriture technique pour créer un rapport de proximité avec le lecteur. On est vraiment dans le manuel, dans quelque chose qui se lit voilà, comme on le dessine en fait. Bon. Merci beaucoup Lucas de nous avoir accordé ces quelques minutes pour nous présenter la maison d'édition, déjà, son positionnement, ses éditoriales, ses achats, les coulisses d'une négociation de droit et pour ces livres effectivement. Donc nous renvoyons nos lecteurs. Vous avez un site internet j'imagine? Oui. Où on se procure vos livres? Éditionquanto.com. Vous le trouverez facilement. D'accord. Et sur Amazon aussi, j'imagine? Eh oui, sur Amazon aussi, même si on publie des ouvrages qui portent des coups à Amazon. Et vous avez une page Facebook aussi? Et on a une page Facebook. D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Donc on vous encourage à aller retrouver toutes les parutions des éditions Quanto. Ils sont ce soir au Salon du Livre de Paris, sur le stand d'éditeurs suisses, en plein cœur du Salon du Livre. Merci beaucoup Lucas, passez une excellente journée. Merci pour votre éclairage. Bonne journée. Au revoir.